nous allons donc passer maintenant, sans transition, mais nous allons passer maintenant donc au thème de la journée donc, du 26, qui est le thème du logement. Et je vais appeler sans plus tarder donc, Michel Mouillard, qui est à venir nous rejoindre. Non, vous affolez pas. Peut-être vous n'applaudirez pas à la fin. Allez. 2017, c'est demain. Et en matière de logement, on espère qu'on en parlera. Et donc, nous le savons, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Et le chemin sera peut-être long, très long, notamment parce que il est probable que les moyens dont le prochain ministre du Logement disposera en 2017, les moyens seront peut-être moins nombreux que ceux dont on dispose aujourd'hui. Et donc, c'est pour cela que je vais, dans cette introduction, essayer de dresser un peu un paysage. Moi, je suis sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'apprécieront, mais peu importe. Et je vais le faire avec 10 questions. Vous inquiétez pas, il n'y en a pas pour jusqu'à demain. Première question. Faut-il conserver l'objectif des 500 000 logements construits par an ? On le sait, c'est un vieux débat, c'est un débat qui revient à chaque fois que les ministres du Logement n'ont pas suffisamment les moyens pour mettre en œuvre leur stratégie. C'est une question qui, en plus, est brouillée, et on le voit, il y a des rapports de l'administration qui nous ont rappelé encore récemment qu'il suffisait 350 000, 360 000 logements par an. Bon. Tous ceux qui travaillent sur cette question-là partent des mêmes constats démographiques. Mais il y a l'INSEE qui réalise régulièrement des exercices de projection du nombre des ménages. Et tout le monde utilise plus ou moins cela. Or, le constat est toujours le même depuis 30 ans. La projection du nombre des ménages qui est réalisée par l'INSEE nous dit que le nombre de ménages va se stabiliser dans les 2 ou 3 années en cours et qu'au-delà, le nombre de ménages va baisser fortement, très fortement. Simplement, ce n'est pas pour vous affoler, la projection du nombre de ménages qui était faite en 1991 par l'INSEE nous disait qu'aujourd'hui, il suffirait de construire 230 000 logements. Vous voyez, Madame la Ministre, vous pouvez être satisfaite. Il se trouve que précisément a posteriori, on s'aperçoit que ces projections du nombre de ménages sous-estiment la réalité de combien ? Oh, rien, 50 000 logements par an. Et donc, si on se contente simplement de regarder les projections qui étaient faites depuis 1991, cela signifie que les ministres du Logement qui auraient suivi cela se trouveraient avec un gap entre la réalité, un écart entre la réalité et la projection, de pas grand-chose, simplement d'1 350 000 logements. Il y a un problème, un gros problème, et c'est la raison pour laquelle quelques-uns, mal vus, bien sûr, considèrent qu'il faut continuer à construire 500 000 logements. Pourquoi 500 000 ? Les 350 ou 360 000 logements que l'inspection des finances ou les services du ministère du Logement recommandent de construire, bien sûr. Plus ces 50 000 logements qui disparaissent des projections démographiques. On arrive à 400, 420 000 logements. Mais souvenons-nous qu'il y a des ambitions, et une des ambitions qui a été affichée au fil des années, qu'il fallait rattraper tout cet écart qui n'avait pas été comblé par le passé. Les uns et les autres s'accordons souvent pour dire que depuis 30, 35 ans, on ne construit pas suffisamment. Et donc, 500 000, c'est probablement l'objectif qu'il faudrait être en mesure de tenir pour le prochain quinquennat, voire le suivant. Deuxième question. La lutte contre la vacance constitue-t-elle une réponse à l'insuffisance de l'offre ? Vous savez, lutter contre la vacance, c'est une vieille histoire. Déjà, vous en souvenez pas, Friedrich Engels, en 1872, avait écrit « Zur Wohnungsfrage », la question du logement. Des ministres s'en sont inspirés, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Toujours est-il que,
Pour une fois, l'inspection générale des finances a sorti un formidable rapport en juillet dernier, nous expliquant, comme on le savait, mais comme cela n'était pas entendu parce que ce n'était pas de la statistique publique, l'inspection générale des finances nous dit « La vacance, ce ne sont pas des logements disponibles ». On le savait depuis 1979, depuis qu'un autre ministre, Dornano, avait commandé un rapport à ses services et un jeune gaillard, Christian Nicole, avait à l'époque écrit un rapport et un article en ce sens. Tous les logements vacants ne sont pas disponibles. Et l'inspection générale des finances nous l'explique très rapidement. Elle nous dit, oui, bien sûr, parce qu'une grosse partie de ces logements vacants sont au milieu rural, que les logements pour être mis sur le marché nécessiteraient tellement de travaux que de toute façon, personne ne les réalisera. Donc, si on fait tous les calculs, on s'aperçoit que, bon an, mal an, on peut remobiliser combien ? Moins de 140 000 logements. Et encore pas tout de suite. Donc, est-ce que la lutte contre la vacance constitue une réponse ? Probablement pas. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, pour 500 000 logements, on va se dire, tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas soutenir l'accession à la propriété ? Oh là, que dire là-dessus ? Troisième question, donc, la relance de l'accession à la propriété est-elle nécessaire ? Il se trouve qu'on le sait, le toute accession à la propriété est mauvais, très mauvais. Je ne vais pas rentrer sur des considérants que vous avez tous derrière la tête. Je rappellerai simplement ce que le Conseil d'analyse stratégique rappelle régulièrement à chaque fois qu'on lui pose la question. Ça consomme des crédits. C'est un moyen de contribuer à la hausse du chômage parce que les ménages ne sont pas suffisamment mobiles. C'est en plus une mauvaise solution parce que ça contribue au mitage. Ça contribue à la destruction des terres agricoles, etc., etc. Bon, très bien, parfait. Oui, mais sauf que, quand on regarde, la France, parmi les 28 États de l'Union européenne, se situe en 24e position. 24e position. C'est-à-dire que tous les États, et je ne vous parle pas de la Roumanie, de la Lituanie, de l'Estonie, etc., non, tous les États du nord de l'Europe qui sont généralement présentés comme les modèles, la Finlande, la Suède, le Danemark, la Norvège, etc., ont un taux de propriétaires qui est de 5 à 10 points supérieur à la situation française. Donc, faut-il relancer ? Oui. Pourquoi ? Parce que cette année, si tout va bien, je vous le souhaite, Madame la Ministre, si tout va bien, il y aura un peu plus de 170 000 accessions à la propriété dans le neuf. Je vous rappelle qu'en 2011, lorsqu'on construisait près de 500 000 logements, il y avait 310 000 accessions à la propriété. Si nous avions eu cette année 310 000 accessions à la propriété, nous aurions eu près de 500 000 logements mis en chantier. Quatrième question. Si on veut arriver à 500 000 logements, il faut faire feu de tout bois. Et donc faire feu de tout bois, c'est notamment soutenir l'investissement locatif privé. Mais là-dessus, les cris d'orfraie, on les a entendus. Tous les dispositifs de soutien à l'investissement locatif privé sont assimilés à une dérive, à une mauvaise utilisation de fonds publics rares. Le logement locatif social devrait être favorisé, alors qu'en réalité, on crée des désordres partout. Très bien, regardons les rapports du ministère du Logement, celui qui est sorti en juillet, notamment, et regardons, de cette année, et regardons ce que sont les rapports de l'inspection des finances. Combien coûte un logement locatif social à l'État ? 17 500 € en moyenne. Un logement locatif privé, pardonnez-moi. Combien coûte un logement locatif privé à l'État ? 17 500 €. Est-ce que le dispositif Cellier, dont on a tant parlé, coûtait beaucoup plus cher ? Oui, 22 000 €. Qu'est-ce que cela représente, 22 000 €? Ça représente l'équivalent de 13,3% du prix de revient du logement locatif privé correspondant. Est-ce que le Duflot a coûté moins cher ? Un petit peu moins. Au lieu de 22 000, elle a coûté 21 500. Combien couvrait-il ? Il couvrait 12,5% du prix de revient. Est-ce beaucoup ? Peut-être. Est-ce énorme ? Probablement pas. L'inspection générale des finances nous dit, et c'est en plus dans le projet de loi de finances pour 2014, l'inspection générale des finances nous dit cela représente tout de même 3 fois moins qu'un logement locatif social. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit.
Donc, cinquième question, pardon. Le modèle de financement du logement locatif social est-il durable? On se pose la question, on se posera la question demain. Le ministère du Logement, encore une fois, le rapport de juillet dernier nous dit, eh bien, les aides dont bénéficie un logement locatif social. 2 catégories d'aides. Ne nous trompons pas. 1, les aides directes sont les subventions État, collectivités locales, etc. Et les aides indirectes. Les aides indirectes, c'est la TVA, l'exonération de taxes foncières sur la propriété bâtie, c'est la garantie qui est accordée au financement du livret A, etc. Ce qu'on appelle les aides de circuit. On nous dit dans le rapport du ministère du Logement 54 000 euros par logement, 52 300 euros, pardon, par logement locatif social. Ça ne vous dit pas grand-chose, je vais vous le dire autrement. Soyez pas de mauvaise humeur, moi je fais que lire ce qui est dans les rapports. Hein, j'y suis pour rien, hein, on est d'accord. Hein. Cela signifie qu'un logement locatif social en général, il reçoit des subventions pour un montant équivalent à 39% du prix de revient, en moyenne. Mais si on prend un PLAI, c'est 45%. Et pour les âmes sensibles, je dirais, si nous prenions les mêmes chiffres pour un logement locatif social sur Paris, un PLAI sur Paris, c'est 74% de subvention pour un PLAI. Et pour un logement locatif social en général, eh bien, cela signifie que sur Paris, là, c'est pas moi, sur Paris, là où France entière, nous sommes sur 39%, eh bien, sur Paris, nous sommes à près de 50%. Voilà, donc le problème du financement du logement social, c'est pas simplement le livret A, c'est aussi la disponibilité de ressources publiques rares. Pour en prendre un exemple, si on avait 150 000 constructions locatives sociales, vous vous souvenez, 150 000, hein, changement c'est demain. C'est pas 2017, c'est demain. Le changement, c'est maintenant. Hein, d'accord? Eh bien, 150 000 logements locatifs sociaux, ça signifie qu'il y aurait eu 8 milliards d'aides simplement pour la construction locative sociale. Est-ce tenable? Non. Et d'ailleurs, je ne suis pas le premier à le dire, Michel Delbar, ministre d'État, président de l'USH, avait signé en 2007 un accord avec le ministère du Logement sur la vente de 40 000 logements locatifs sociaux afin de venir en substitution et en appui du financement de la construction locative sociale. Le rapport de septembre 2014 du ministère du Logement, j'ai tout lu pendant l'été, Madame la Ministre. Ma femme, elle m'en veut encore. Hein, ça, je vous le dis. Eh bien, le rapport du ministère du Logement nous dit « Nous arrivons péniblement, y compris les sociétés d'économie mixte, à 8 000 logements locatifs sociaux vendus tous les ans, ce qui représente 0,2% du parc revendu tous les ans. » Et ce même rapport nous dit que finalement, quand on regarde les autres États de l'Union européenne, vous savez, on est 28, hein, au niveau encore, hein, eh bien, en moyenne, chaque année, entre 1,2 et 1,8% du parc locatif social est remis en vente. 6e question, qui doit loger les ménages pauvres et modestes? Bon, ben alors, qui doit loger les ménages pauvres et modestes? Là, on se pose la question, et on va y répondre tout simplement, quand on regarde la réalité, enquête nationale sur le logement de l'INSEE, qui a été publiée cette année, très bien, eh bien, on s'aperçoit que les ménages pauvres et modestes sont logés en majorité dans le parc privé. Voilà, sur les 8 400 000 ménages pauvres et modestes, eh bien, le logement locatif social, on loge 2 400 000. Le seul secteur locatif privé en loge 2 500 000. Donc on se pose la question, on dira, mais attention, hein, je vous mets à l'aise tout de suite, je ne rentre pas dans les détails techniques, on mesure les ménages par leur revenu par unité de consommation, donc on tient compte de la taille de la famille, etc., blablabla, et tout ce qu'il faut derrière. Ça signifie quoi? Eh bien ça signifie que quand on regarde les subventions dont les différents segments de marché, les différents compartiments reçoivent tous les ans. Eh bien, pour 2 400 000 logements pauvres ou modestes qui sont logés dans le locatif social, le secteur locatif social, nous disent les comptes du logement,
reçoit tous les ans plus de 17 milliards d'aides et de subventions. Le secteur locatif privé, qui loge 2 500 000 ménages pauvres et modestes, reçoit chaque année 12 milliards 500 millions d'aides et de subventions. Et on peut rajouter, comme le fait l'INSEE, mais sans mauvais état d'esprit de sa part, dans le secteur locatif privé, il y a 1 million de ménages pauvres, les ménages qui sont dans les 10% de revenus les plus bas de la nation. Il y en a 800 000 dans le parc locatif social. Cherchez où est l'erreur. 7e question. Quel est l'avenir pour l'encadrement des loyers du secteur privé? C'est un sujet difficile. Vous remarquerez quand même que sans carapace, sans gilet pare-balles, sans rien, j'y vais. L'INSEE nous dit l'enquête logement. Entre 2006 et 2013, les loyers du secteur locatif privé ont augmenté en moyenne chaque année de 1,2%. Les loyers du secteur locatif social ont augmenté de 1,1%. Vous avez bien entendu. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ces détails. Nous ne reviendrons pas sur les débats de la loi Allure. Nous rappellerons tout simplement qu'un des gros arguments, plusieurs gros arguments avaient été avancés. Je m'en souviens simplement d'un qui m'avait fait beaucoup rire. Et d'ailleurs, au Conseil national de l'habitat, je m'étais permis, Madame la ministre, de demander à Madame Duflot si elle pouvait répondre à ma question. Jamais eu de réponse, je vous le dis tout de suite. Comment se fait-il que personne ne lit les journaux allemands en allemand dans le texte? Tout le monde se serait aperçu que le miroir des loyers, c'était du blabla. Et d'ailleurs, lorsque la loi Allure était en discussion, en Allemagne, les loyers augmentaient de 10% par an dans les grandes villes. 10% par an dans les grandes villes. Le miroir des loyers, fantastique. Et aujourd'hui, le SPD colle des affiches dans Berlin pour rappeler qu'il a mené une campagne vigoureuse pour obtenir la mise en place de dispositions législatives permettant de lutter contre la hausse des loyers à Berlin, à Francfort, à Cologne, à Bonn, à Hambourg, etc. Et je vous le fais en français et pas en allemand dans le texte. Alors, est-ce que 30% des loyers ont baissé avec l'encadrement des loyers? Le LAP nous dit un petit peu autre chose. Le LAP nous dit, et je vais faire court, le LAP nous dit qu'en grande couronne, c'est-à-dire hors Paris, nous dit que 42% des loyers ont baissé en cas de relocation. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y avait pas d'encadrement du loyer dans la grande couronne. Et en plus, nous savons que lorsque le LAP nous dit que 30% des loyers ont baissé, c'est sur l'ensemble de l'année. Or, quand on regarde ce qui s'est passé avant le 1er août 2015, on s'aperçoit que la baisse des loyers n'a pas été moins forte que la baisse des loyers en cas de relocation qui est intervenue après le 1er août. Étant entendu qu'avant le 1er août, nous avons 60% des relocations qui sont réalisées et qu'après le 1er août, il y a eu 40% des relocations qui ont été réalisées. 8e question. Est-il plus cher de se loger en France qu'ailleurs en Europe? Puisque cela a été un thème qui est souvent abordé, qui sera repris. Je vous le dis tout de suite, soyons clairs, la France n'est pas l'État de l'Union européenne où il est plus cher, il est plus coûteux de se loger. Bien au contraire, où est-il plus coûteux de se loger? Eh bien, il est plus coûteux de se loger en Finlande, aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège, au Danemark, au Luxembourg. C'est pas moi, c'est Eurostat. 9e question. Comment et faut-il réduire la fracture territoriale dans le domaine du logement? Nous sommes dans une commune rurale. Il y a en France 6 millions de ménages qui vivent dans une commune rurale. 6 millions, d'accord? Sur ces 6 millions de ménages qui sont dans une commune rurale, 32% d'entre eux sont dans les 30% de revenus les plus pauvres. Voilà, ce qui fait près de 2 millions. 32%, ça ferait près de 2 millions. Il est clair que sur ces territoires ruraux, tout va bien. Il n'y a pas de pauvres. Il n'est pas utile de développer des dispositifs d'aide au logement. Il n'est pas utile de construire du logement locatif social. Ça se sait.
puisque si on prend les 6 millions de ménages, ils ont, sur les territoires ruraux, ils ont à leur disposition 284 000 logements locatifs sociaux. 284 000. Si nous prenons l'unité urbaine de Paris, source INSEE, enquête logement 2013, je n'ai pris que la statistique publique parce qu'on me dit que je suis asservi au privé. Alors, moi j'ai fait. L'unité urbaine de Paris, 4 600 000 logements, 22% de ménages pauvres et modestes. Mesurer tout, c'est pas moi, c'est l'INSEE. D'accord ? 1 million, ça signifie qu'il y en a deux fois moins de ménages pauvres et modestes. On tient compte des différences de revenus, de loyers, de prix, etc. Combien y a-t-il de logements locatifs sociaux ? 1 200 000. Où est l'erreur ? 4 fois plus. Ça signifie que les ménages pauvres qui vivent sur les territoires ruraux, qu'est-ce qu'ils ont pour se loger ? Rien. Il n'y a plus de dispositif d'aide à l'accession à la propriété. Il n'y a pas de dispositif d'aide à l'investissement locatif privé en milieu rural. Il n'y a pas de soutien pour développer l'offre locative sociale. 10e et dernière question, et je vous prie de m'excuser, la passion l'emporte sur la raison. Les objectifs de la rénovation énergétique sont-ils tenables ? C'est rigolo quand même, comme dernière question. 500 000 logements à rénover chaque année, c'est la loi sur la transition énergétique. 120 000 logements locatifs sociaux, pas de problème, ce sera probablement fait. Je pense que Jean-Louis Dumont peut se rassurer. Ça signifie que sur les 4 600 000 logements locatifs sociaux d'aujourd'hui, d'ici 2030, il y en a 1 600 000 qui vont bénéficier d'une rénovation énergétique. Je rappelle qu'il y avait déjà eu 4 millions de palulos d'éco-PTZ, d'éco-PLS, etc., depuis l'origine. Ça signifie qu'au total, il y aura eu 5 600 000 logements qui auront bénéficié d'une aide à la réhabilitation lourde ou à la rénovation énergétique. Donc, 500 000, 120 000 logements locatifs sociaux. 500 000, 50 000 logements locatifs privés par an. Compte tenu de tous les calculs que je vous ai faits avant, ça signifie 2 500 000 ménages pauvres et modestes qui sont dans le parc locatif privé. Il faudra 50 ans pour venir à bout du parc énergivore locatif privé. Et je ne vous dis pas dans 50 ans ce qui sera passé. Heureusement, ça fera du travail. Je pense que l'ANA a de beaux jours devant elle. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste les 330 000 rénovations énergétiques dans le parc privé occupé par ses propriétaires. Il y aura là-dessus 70 000, 80 000, si tout va bien, logements qui bénéficieront des programmes de l'ANA d'ici 2030, si tout va bien, si les financements sont là. Et ça, c'est une autre histoire. Je ne suis pas là pour en parler, moi. Ça signifie quoi ? Eh bien, ça signifie que si on se réfère aux chiffres de l'ANA et d'un superbe rapport du Conseil national de l'habitat, présidé par moi, évidemment, mon jeune rapporteur est dans la salle, 4 500 000 logements occupés par les propriétaires à rénover de manière énergétique pour lutter contre les passoires thermiques. 4 500 000 divisé par 80 000, 60 ans, on est tranquille, on a du boulot devant nous. J'ai fini. Merci Michel. Voilà, je crois que le cadre est lancé. Alors, je ne sais pas si c'est un match privé et public que tu voulais. Enfin, tu vas l'avoir, de toute façon. Ça, je ne sais pas s'il était souhaité, mais à mon avis, c'est... Bon, j'espère que les débats seront aussi, je veux dire, porteront, et j'en suis persuadé, sur l'intérêt général, le bien commun. Madame la ministre, est-ce que vous voulez bien nous rejoindre ? Je m'en vais ou je peux rester, madame ? Voilà. Merci. Je te laisse. Comme tu veux, non. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Vous dire que je suis très heureuse d'être là, évidemment en tant que ministre du Logement, mais aussi en tant que, je crois, militante du logement. Et
Je suis heureuse d'être là parce que plusieurs fois j'ai dû venir et je n'ai pas pu pour des raisons notamment d'occupation, responsabilité politique. Et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Et puis je tenais à le dire en introduction, il se trouve, vous avez tout à l'heure parlé de Bernard Birsinger. Et moi je veux juste dire un mot parce qu'il y a 10 ans j'étais une militante. Pas engagée politiquement comme je le suis aujourd'hui, mais j'oublie pas les rencontres que j'ai eues avec lui, notamment quand j'étais présidente d'Acteurs, association de lutte contre le sida, de toutes les choses qu'on a faites avec lui, et y compris des discussions qu'on a eues à Regard après les émeutes de 2005 sur la question du droit à la ville. Et je pense que c'est très important de se rappeler quelle a été sa contribution à cette question-là. C'est vrai qu'on souffre encore, je crois, et je dis ça dans pas mal d'élus locaux, mais je crois que nous, on n'est pas encore assez nombreux à travailler ces questions du droit à la ville et du droit... Enfin, le droit à la ville est un peu réducteur parce que la question du droit à la cité il se pose aussi dans des territoires ruraux qui ont aussi des difficultés. Et c'est très important de se rappeler des interventions de Bernard sur le sujet et aussi de son encouragement aux militants de la société civile à faire de la politique et à justement avoir toujours des ponts entre des gens plus installés dans des partis politiques et celles et ceux qui en étaient en dehors, comme moi à l'époque. Et je ne savais pas en fait son attachement à ces entretiens. Je savais ce qui s'y était passé évidemment, mais voilà, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. J'avoue que l'introduction que je viens d'entendre n'a évité aucune caricature et je ne jouerai pas le jeu de répondre à tout parce que il ne suffit pas de dire que c'est écrit dans des rapports, on peut aussi faire tout redire à des chiffres, et y compris n'y lire que certains paragraphes et de donner que certaines données. Moi, simplement, pour ne pas intervenir, puisque je suis ministre du Logement et que je pense qu'aujourd'hui, mon rôle n'est pas de dire... Et je pense que je prendrai ma part, évidemment, dans le débat politique à un moment, mais mon rôle n'est pas d'entrer dans le débat que vous aurez tout à l'heure, surtout en vue de l'événement politique qui arrive devant nous. Mais il me semblait important, après en avoir discuté avec Jean-Louis, de se poser la question de qu'est-ce qui a été fait et aussi où sont les débats aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans. Donc il se trouve aussi que je me suis un peu replongée avec Sophie Donzel, ma chef de cabinet, sur les débats qui nous agitaient en 2011. Je le dis d'autant plus ici qu'on était un certain nombre aussi à s'être vus en 2011 et 2012, puisque nous étions quand même les animateurs sur les questions de logement de la campagne présidentielle précédente. Et je peux vous dire qu'à lire déjà les déclarations de certains candidats aux différentes primaires sur la question du logement, je me rends compte que rien ne nous sera épargné comme en 2011 sur les recettes toutes faites, les programmes tout simples et aussi des idées qui ont l'air très intelligentes comme ça, qui sont en fait souvent dénuées de réalité politique sur les réponses en matière de logement. Et je crois qu'il faudra encore qu'on reprenne notre engagement les uns et les autres pour rappeler la nécessité d'une politique nationale du logement au plus haut niveau. Et il me semble très important de le dire parce que si la France, qui est un pays quand même 6e puissance économique mondiale, même 5e depuis qu'il y a eu le Brexit, si la France, à ce niveau de richesse et de possibilités, se rend compte que nous continuons à nous traîner comme un fardeau, quelles que soient les décennies, une crise du logement sans précédent, qui fait quand même que nous sommes un pays pas assez bien classé sur ces sujets-là, et que par ailleurs, la question de bien se loger est une question que nous rencontrons toutes et tous, quels que soient nos niveaux sociaux. Si nous ne résolvons pas cette question-là, quelle que soit la personne qui dirige le pays, c'est que nous aurons raté quelque chose de primordial. Et c'est pour cette raison que ce qui avait fait la dynamique, par exemple, de 2012, parmi, je vais dire, les acteurs du logement, tout confondus, c'est qu'il y avait une volonté que cette question-là soit au cœur des débats politiques. Et moi, je crois qu'il faudra qu'on reprenne cet engagement-là, beaucoup, et je le dis devant les représentants de la Fédération française du bâtiment, devant l'USH, devant des politiques de droite et de gauche qui ont été aussi ces acteurs-là, nous reprendrons les choses. Parce que, sincèrement, moi, je ne trouve pas acceptable, au-delà des missions qui sont les miennes aujourd'hui, que l'on puisse réduire aujourd'hui la complexité des problèmes de logement en France à des recettes toutes faites qui vont de la vente HLM aux tous propriétaires ou zéro SDF.
Alors, à partir de là, je suis revenue un peu, j'étais à voir un peu en arrière ce qui se passe, et puis je vais aussi vous dire un peu ce qui a été fait et ouvrir sur des questions que vous aurez, dont vous débattrez, et qui me semblent aussi évidemment importantes. Je voudrais juste rappeler quand même qu'en 2011, au congrès HLM de 2011, ils étaient ouverts, si je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais moi je m'en souviens, sur les bailleurs sociaux et de leur dos du dormant, qui était quand même ce qui était toujours mis en avant, sur les locataires du parc social qui n'étaient que dans la gruge et qui étaient des par locataires indélicats. Je me rappelle aussi du calcul du secrétaire d'État au logement qui m'avait dit très simplement dans un débat que pour résoudre la crise du logement, c'était simple. On vendait tant de logements HLM à 50 000 €, ça faisait tant de milliards et on avait trouvé la solution. Recette simple, n'est-ce pas, Jean-Louis? Ça saurait si c'était comme ça. Ou qu'en faisant de l'accession sociale sans aucune limite, c'était aussi ce que nous avait expliqué, on pourrait répondre à tous les besoins. Aujourd'hui, en tant que ministre du Logement, je vous rappelle, on doit trouver des solutions à des communes comme Saint-Gaudens qui ont construit du logement comme ça. Et on a des propriétaires surendettés puisqu'ils ne sont pas loués, des élus qui se demandent qu'est-ce qu'on va faire de ces logements qui sont vides et qui posent aussi évidemment des questions d'aménagement. Je pense aussi qu'il faut se rappeler de ce que nous avons connu et cette crise du bâtiment qui a été très forte, très pernicieuse, qui a démarré en 2008, qui a touché beaucoup d'acteurs du logement. Et si aujourd'hui, on est toutes et tous extrêmement contents, je crois, des très bons chiffres de la reprise de la construction, mais aussi de l'action en matière de rénovation, il faut aussi se rappeler d'où l'on vient, avec tout un secteur qui a été pendant plusieurs années durablement atteint. Et moi, j'aime à rappeler quand même que si on fait des politiques, notamment intelligentes de construction, c'est aussi pour derrière développer l'emploi local, développer des savoir-faire et développer de l'innovation. Et c'est pour cette raison que je crois aussi qu'il est besoin que les politiques de la construction, parce que ce n'est pas simplement du logement, c'est aussi ce qui est lié derrière aux locaux d'activité, soient vraiment portées et nous permettent évidemment d'y répondre. Vous dire enfin qu'il ne faut pas non plus être naïf. On a été mis à l'abri d'une très grosse bulle immobilière. La bulle, elle a quand même existé. Et la question de la spéculation immobilière, elle a aussi fait ses ravages en France, avec notamment, par ailleurs, cette augmentation des prix qui a fait des heureux, celles et ceux qui sont propriétaires dans les zones où ça se vend bien, mais qui a aussi creusé très fortement les inégalités liées au patrimoine. Et ça va poser des questions dans le débat national. Ça posera des questions dans le débat national, et y compris entre classes d'âge. Et on le voit très bien, notamment entre celles et ceux qui ont accédé il y a un certain temps à la propriété et celles et ceux qui n'y ont pas accédé, et aujourd'hui avec évidemment des différences de niveau de vie et de décalage qui sont évidemment très, très importants. À partir de là, et je ne suis pas là pour pour défendre un bilan spécialement, mais au moins pour vous donner des éléments de ce qui a pu être fait et peut-être aussi se dire vers quoi aussi il faut qu'on continue. La première chose, c'est que, donc, je l'ai dit, des chiffres de la construction relevés, importants, très bons, et surtout qui ne sont pas accompagnés par des systèmes inflationnistes. Je veux dire par là qu'on construit peut-être un peu moins que les 500 000. En gros, on va être sur à peu près 401 à 410 000 logements pour l'année, ce qui est un très bon chiffre. Sauf qu'on a territorialisé cette construction et qu'il me semble qu'on répond en même temps à des impératifs de limitation de la consommation foncière et de répondre dans les territoires où il y a les besoins. Et je pense que c'est aussi une nécessité d'imposer cela. Et je crois qu'aujourd'hui, l'attention toute particulière à ce sujet-là n'est pas qu'une attention du ministère du Logement, mais aussi des acteurs de la production. Et dire aussi les choses très simplement, même si ici je pense qu'il n'y a que des convaincus, cette reprise, elle a été portée très fortement par le logement social. Très fortement par le logement social. Le milieu du logement social qui avait été présent au moment de 2008, notamment en zone tendue, pour accompagner des programmes privés qui n'avaient pas pu être vendus. Mais on voit aussi qu'on a des chiffres de production qui sont très bons, mais pas suffisants. Et il faut aussi dire les choses. Cette année, nous espérons donner un agrément pour 140 000 logements sociaux.
Je pense qu'on les atteindra sans problème, mais la réalité, c'est que oui, il nous en faudrait plus, parce que, et on peut critiquer le fait de décider nationalement d'avoir une politique du logement social. Mais le logement social, c'est fait pour loger tout le monde. Et notamment aujourd'hui, ça peut loger 70% des Français, puisque 70% des Français y sont éligibles. Mais dans le logement social, il y a le mot aussi social. Ça veut dire aussi qu'il y a une nécessité de construire un parc locatif qui soit abordable. Et avoir un parc locatif qui soit, par exemple, à moins de 6 € du mètre carré, oui, ça nécessite de l'aide publique, des garanties, des terrains avec des décotes, par exemple, quand ils sont de l'État, et donc une politique. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut abandonner la question du social au logement social. Avoir du locatif privé abordable, c'est aussi un combat. Et je crois aussi qu'il est important de le dire. Alors, à partir de là, cette bataille du logement abordable, qui est pour moi essentielle, ça veut dire évidemment trouver les moyens de soutenir la construction du logement social. Ça a été aussi la traduction de la cession des terrains de l'État, ce qu'on appelle le foncier public, une loi qui a été adoptée en 2013, avec aujourd'hui quand même des bons résultats, même si ça ne va pas aussi vite. Et je dis ça devant Stéphane Peu, parce que sinon il va me dire que j'en parle pas, parce que... Étant élue francilienne, on s'est beaucoup battu sur des terrains que l'État a mis du temps à céder. Mais on a aujourd'hui cédé énormément de terrains qui ont permis la construction de plusieurs milliers de logements sociaux, et notamment dans des zones très tendues. Et ça a changé évidemment la donne. Et y compris, il faut être très clair, sans ces cessions à titre gratuit avec des décotes très fortes, on ne ferait pas aujourd'hui du logement abordable dans ces zones très tendues. Donc la mobilisation du foncier de l'État, le relèvement de l'obligation de construction de logements sociaux.